19h32, heure d'Alger sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct pour cette couverture spéciale élection en Turquie. Vous l'avez remarqué tout au long de cette journée. Toute la rédaction d'Al24 News était mobilisée pour suivre heure par heure, minute par minute, le déroulement du scrutin avec nos envoyés spéciaux à Ankara, Istanbul et la ville de Kahramanmaraş, très touchée, souvenez-vous, lors du dernier séisme meurtrier en Turquie. Ce soir, nous allons continuer à suivre cette ultime course électorale qui se joue en Turquie, une élection qui s'annonce décisive pour l'avenir du pays au vu des multiples enjeux, mais aussi du rôle important d'un point de vue géopolitique de ce pays, la Turquie, qui en ce moment a tous les yeux du monde rivés sur elle. Nous allons en débattre, parler des enjeux de cette élection présidentielle, des chances de chaque candidat. Rappelons que deux favoris sortaient déjà du lot, à savoir Recep Tayyip Erdogan, le président sortant, et son rival, chef de file de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Nous allons commenter donc les premiers résultats annoncés qui d'ores et déjà placent le président sortant Recep Tayyip Erdogan en avance. Vous pouvez d'ailleurs le voir derrière moi, sur le mur, les premières estimations qui placent Recep Tayyip Erdogan en tête avec 50%, plus de 50%. 5%, 5,31% pour l'autre candidat. Et on a également le rival de Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, qui enregistre 43% des estimations. Donc nous allons débattre ce soir pendant 45 minutes sur les enjeux de ce scrutin. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous un membre actif de la diaspora turque en France. La France, qui, rappelons-le, est le deuxième pays européen à abriter la plus grande communauté turque après l'Allemagne. Selçuk Demir, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avocat franco-turc, spécialiste de la Turquie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Farid Ben Yahia, politologue, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et Reda Hariresh, analyste spécialiste de la Turquie et consultant d'Al24 News. Bonsoir. Merci à vous d'accepter notre invitation. Avant donc de commencer le débat, je ne sais pas si Kherdin Batash est prêt, qui est notre envoyé spécial à Istanbul. Kherdin Batash, qui va faire justement le point sur le déroulement de cette journée électorale. Bonsoir Kherdin Batash. Très bien, on va joindre Kherdin Batash d'un moment à l'autre. Nous allons tout d'abord commenter ces résultats, ces premières estimations avec vous, messieurs. Donc on peut dire qu'Erdogan, si vous voulez, les sondages ont été encore une fois trompeurs. Reda Hariresh. Les sondages trompeurs, pas nécessairement. Ça dépend de quel sondage en fait. Parce qu'on a eu tout un battage médiatique qui a fait que ces sondages ont été relégués vraiment en seconde position. Et on a vu qu'il y avait dans beaucoup de pays, notamment les pays européens et occidentaux, on avait déjà presque enterré Erdogan, même s'il prenait soin de mettre un point d'interrogation juste à côté. Mais c'est plutôt la population turque, c'est la mobilisation de la population turque qui a montré que c'était ce peuple qui avait, en fin de compte, le dernier mot. Alors, premier commentaire, Farid Ben Yahia, sur les premières estimations, ces premières tendances du scrutin en Turquie. Bismillahirrahmanirrahim. La première des choses qu'on constate, c'est le taux de participation qui est très très important pour élire le président de la Turquie pour un mandat de 5 ans, ainsi que l'élection des 600 membres de la Chambre nationale. Donc c'est des élections qui sont très serrées entre l'ensemble des partis politiques et à leur tête le Parti du Peuple, présidé par Kemal Oglu, Kılıçdaroğlu. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que les pays européens ne veulent plus d'Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, parce qu'il a un pied à l'OTAN, il veut intégrer l'Union européenne,
Il maintient de bonnes relations avec Moscou malgré les pressions de la guerre de l'Ukraine. Il essaye de rentrer dans le monde arabe, en Afrique, etc. Et donc, il ne faut pas mettre aussi l'histoire entre l'Europe et l'Empire ottoman. Donc, il y a aussi, je dirais, le côté histoire entre les peuples européens et la Turquie. Donc, c'est pour cette raison-là que Erdogan essaie de hisser, je dirais, la politique turque et de revenir vers les concepts et les valeurs de l'Empire ottoman. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que la Turquie est divisée en deux. C'est-à-dire une partie qui est proche du conservatisme, donc c'est des conservateurs qui veulent retourner aux valeurs de l'islam, d'autres qui sont, je dirais, ouverts, qui ont la politique donc, de Kemal Atatürk, donc ils essayent de libérer la Turquie, d'avoir une démocratie plus libérale, une démocratie à l'occidental, etc. Et donc ce sont deux combats, deux idéologies en combat en Turquie, c'est-à-dire l'un qui est conservateur, les autres qui sont démocrates. Donc ce sont des élections très, très serré entre les deux partis et entre les deux groupes. Et chaque groupe, donc, il a ses lobbies, ses hommes d'affaires, ses puissances financières et ses soutiens à l'international. Et donc, moi, je pense que le taux donc, de 50,83% pour Recep Tayyip Erdogan, suivi rapidement donc, par 43% pour Kılıçdaroğlu, donc Kemal, donc 43,36%. Donc ça veut dire que c'est des élections qui sont très serrées. Et la seule chance pour moi, pour Recep Tayyip Erdogan, c'est qu'il passe au premier tour. Parce que sinon, il y aura l'alliance des autres partis politiques pour essayer de mettre fin à son mandat. Farid Ben Yahia, nous allons bien entendu poursuivre le débat. Nous venons de joindre notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash. Kherdin, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir à vos invités. Alors vous êtes notre envoyé spécial à Istanbul et vous vous trouvez, je crois, en ce moment au niveau de la permanence du candidat Erdogan qui se trouve dans la banlieue d'Istanbul. Je suppose que les opérations de dépouillement et les chiffres sont en ce moment scrutés par le camp d'Erdogan au moment où les premières tendances placent leur candidat en tête. Alors oui, il y a une petite rectification. Non, en ce moment même, je me trouve au niveau de la place Taksim, place emblématique de la ville d'Istanbul, parce que oui, les dépouillements semblent avoir quand même beaucoup avancé ici à Istanbul, même s'il reste, selon les chiffres dont nous disposons, environ 5 millions de voix qui n'ont pas encore été dépouillées, qui n'ont pas encore fait part de tous leurs secrets, si j'ose dire. Si vous voulez bien commencer par les chiffres, j'imagine bien que vous les avez, mais je vais essayer de vous donner les dernières estimations dont nous disposons. Alors ici en Turquie, environ à 21h30, environ 40 millions de bulletins ont été ouverts. Il reste à peu près 16 millions de bulletins, ce qui est quand même assez important. Alors commençons par Istanbul, où Kılıçdaroğlu semble avoir créé la sensation et nous vous le disions durant les dernières éditions, durant ces 3 derniers jours où nous avons suivi de près la campagne électorale ici à Istanbul. Les deux candidats principaux étaient au coude à coude dans les sondages et c'est des sondages qui se vérifient aujourd'hui, donc au sortir des premiers dépouillements. Nous étions cet après-midi justement au niveau du centre de vote où le président et candidat Recep Tayyip Erdogan a voté. Nous commencions justement à prendre cette surprise lors des premiers dépouillements, des premiers bulletins dans le bureau même où il a voté aujourd'hui. Donc il y avait quand même certains bulletins de Kemal Kılıçdaroğlu qui étaient bien présents. Je continue avec les chiffres RIM. Donc oui. Ici, l'écart est environ de 1% et c'est Kemal Kılıçdaroğlu qui serait, je dis bien qui serait en tête ici à Istanbul. À Ankara également, les deux candidats sont au coude à coude. L'écart vers 21h s'était réduit à environ 2,9% de voix et c'était le président Recep Erdogan qui était donc en tête. Nous vous le disions, ces deux grandes villes où
la surprise pouvait avoir lieu, eh bien, l'on s'achemine peut-être vers ce scénario. Le président Tayyip Recep Erdogan, qui a été de manière très virulente attaqué par la coalition de l'opposition durant les derniers jours, notamment sur le bilan économique, ce bilan économique et cette inflation et cette dégradation, cette dégringolade de la monnaie turque, donc la livre turque, durant les derniers mois. Eh bien, ce bilan peut-être négatif en ce qui concerne l'économie peut-être coûter la première place au président Recep Tayyip Erdogan, du moins ici à Istanbul. Alors, merci Kherdin Batash pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Istanbul. Vous venez de le dire, donc les opérations de dépouillement ne sont toujours pas terminées, rien n'est encore joué. On peut rappeler qu'Erdogan est en tête dans plusieurs villes. Je me dirige vers Monsieur Seljuk Demir. Bonsoir Monsieur Demir. Alors, j'aimerais avoir, si vous voulez, votre première impression, votre première lecture de ces premiers résultats. Alors, d'abord, et comme l'ont indiqué vos invités, on a un taux de participation extrêmement important, de près de 90%, dans des conditions de vote qui aujourd'hui ont été plutôt paisibles. Oui. On n'a pas d'incident particulier à signaler. Tout cela montre, ou du moins confirme, me semble-t-il, la vitalité de la société démocratique turque et sa capacité à pouvoir choisir son avenir par les urnes. Ça, il faut le noter et à mon avis, il faut le saluer. Le deuxième point qui, là encore, me semble extrêmement important et sur lequel je pense qu'il faut insister, c'est que le candidat Erdogan, le président Erdogan, résiste plutôt bien, de manière générale, à ce qu'on prédisait, notamment dans les médias occidentaux, comme l'ont rappelé vos invités, puisque malgré les difficultés économiques du pays, malgré le nombre extrêmement important de migrants qui évidemment créent une crispation sociale et identitaire, malgré également le fait que la Turquie se trouve dans une zone géopolitique difficile qui évidemment rend sa situation fragile du point de vue des relations internationales et n'est pas un élément qui est propice à une certaine stabilité. Malgré tout ça, le président Erdogan résiste plutôt bien. Et alors que beaucoup le donnaient perdant, aujourd'hui, et en l'état actuel des choses, il bénéficie d'une majorité absolue concernant les élections présidentielles. Et en outre, et c'est important de le dire, il renforce sa majorité à l'Assemblée nationale, puisque avec le parti MHP, donc la coalition gouvernementale, ils augmentent même le nombre de députés présents à l'Assemblée nationale. Ce qui montre bien, et ce malgré les dénégations de l'opposition récente là, dans l'heure dans les dernières minutes, ce qui montre bien que vraisemblablement Erdogan va être élu au premier tour à la majorité absolue, comme il l'a été en 2018, et que si jamais il y avait un second tour, parce qu'il se peut encore mathématiquement qu'il y ait un second tour, le taux qu'il obtient au premier tour est si important que vraisemblablement il devrait être élu. Donc je pense que la grande leçon à retenir de cette soirée, c'est que Erdogan résiste plutôt bien. Les élections présidentielles en Turquie, au regard du système constitutionnel, c'est un plébiscite qui est donné par le peuple turc à un candidat, et encore une fois, et pour la énième fois depuis maintenant plus de 20 ans, Erdogan est encore plébiscité par le peuple turc. Alors il faut tout de même reconnaître qu'Erdogan, cette fois-ci, a été tout de même mis en difficulté avec cette ascension de l'opposition. Est-ce qu'on se dirige vers un second tour, Reda Harirash ? C'est possible, hein, au vu de l'évolution. Donc, Seljuk Demir vient de le dire. Voilà, mathématiquement, c'est possible. Oui, c'est encore possible, mais il conserve quand même un avantage qui est indéniable, c'est-à-dire même si il y a un second tour, il est fort probable que le peuple turc vote de nouveau pour le président Erdogan. Il faut bien comprendre que le président Erdogan il dispose d'une base très solide. Au cours des 10 premières années où il a été chef du gouvernement en Turquie, lorsqu'il est arrivé, le pouvoir d'achat donc, de la population turque a beaucoup augmenté. Ça a été multiplié par 3, voire même par 4. Et donc il y a toute une classe moyenne qui a émergé avec le président Erdogan. Oui. Et cette classe moyenne-là,
on la retrouve très souvent en Anatolie, dans les petites et moyennes villes de province, et ils ne l'ont pas oublié. Donc aujourd'hui, c'est cet électorat-là qui s'est mobilisé. Il a une base électorale très importante. Oui, très importante. Et cette base électorale a bénéficié donc, des bienfaits de la présidence Erdogan, notamment au cours des 10 premières années, lorsque la Turquie avait une marge économique plus importante, qu'elle était moins dépendante des fluctuations internationales, et lorsqu'il y avait moins de pression également à ses frontières avant le début de la guerre, notamment en Syrie, parce qu'actuellement, la Turquie a reçu plusieurs millions de réfugiés syriens. Et on peut dire que cette frange de la population qui s'est prononcée en faveur d'Erdogan n'a pas choisi la démagogie, parce que le président Erdogan avait dit que les réfugiés syriens seront traités aussi bien que les citoyens turcs, même si c'est un slogan électoral, contrairement à son adversaire qui a promis que dès qu'il arriverait au pouvoir, il va petit à petit renvoyer les réfugiés syriens chez eux. Donc il y a une vision de la société turque, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Erdogan, il se veut quand même être l'héritier de l'Empire ottoman, et à ce titre-là, il considère que les frères syriens et palestiniens même doivent être traités équitablement. Et ça, sa base électorale l'a également parfaitement compris. Alors avant de poursuivre le débat, nous allons continuer à suivre donc les chiffres de ces élections. On est actuellement à un taux de dépouillement de 77%. Erdogan est toujours en tête avec plus de 50% des voix exprimées. Donc on le voit d'ailleurs sur ces images. Erdogan est à 50%, 50,68%, Öcalan 5,31%, 0,49% pour Ince, le candidat donc qui s'est retiré. Et pour Kemal Kılıçdaroğlu, le taux est de 43% des voix exprimées en sa faveur. Pour contrer la personnalité charismatique d'Erdogan, comment expliquer que l'opposition est donc misée sur Kemal Kılıçdaroğlu? Alors, je ne retiens pas très bien son nom. Kılıçdaroğlu. Voilà. Kemal Kılıçdaroğlu. Alors, pourquoi Kemal Kılıçdaroğlu, dont on soulignait tout à l'heure l'aspect peu charismatique? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une coalition très hétéroclite de partis politiques qui réellement n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le CHP, c'est l'aile social-démocrate kémaliste. Le I-Parti, c'est une scission du Parti nationaliste de droite. On a un parti religieux, enfin une coalition qui vraiment rassemble des courants politiques qui n'ont absolument aucun dénominateur commun, tant du point de vue de la théorie politique que du point de vue de leur histoire. Et quand il a fallu choisir un candidat parmi eux tous, eh bien, ils ont choisi le candidat qui, mathématiquement, comptait le plus, donc le président du parti qui avait le plus de voix, à savoir le CHP, tout simplement. Voilà pourquoi est-ce que Kemal Kılıçdaroğlu a été désigné candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, cette désignation de la candidature Kılıçdaroğlu s'est faite dans la douleur, puisque notamment la présidente du parti İYİ-Parti, donc l'aile nationaliste de cette coalition, au départ, n'a pas voulu de ce candidat-là, puis ensuite s'est ravisé suite à des discussions un peu houleuses. Donc on a vraiment quelqu'un qui, d'abord dans son camp, ne fait pas vraiment l'unanimité, et ensuite ne dispose pas des qualités de tribun et en quelque sorte, entre guillemets, d'animal politique que possède Recep Tayyip Erdogan, et ça se voit aujourd'hui dans les résultats des élections, puisque Erdogan est encore largement en tête. Je tiens quand même à signaler, parce que c'est important de le dire, qu'à l'heure actuelle... Et pour les élections législatives, parce que c'est important aussi que le Parlement suive... Tout à fait. Oui. Alors, on est dans un régime présidentiel, donc les élections présidentielles sont certes importantes, mais il y a évidemment aussi le Parlement, l'Assemblée nationale qui est élue. Je tiens quand même à indiquer que, alors qu'on a à peu près 80% de taux de dépouillement, on a quand même plus de 3 millions de votes de différence.
Oui. Donc, on a une avance qui est considérable pour Recep Tayyip Erdogan. Et par ailleurs, et vous avez raison de le souligner, en effet, à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale AKP-MHP est largement en tête avec presque 350 députés sur 570, donc une majorité absolue qui ne souffre là d'aucune contestation possible. Alors on regarde toutes ces données, Farid Ben Yahia, on vient de suivre donc cet exposé de Selçuk Demir et je l'en remercie. Quels sont, on va dire, les défis auxquels sera confronté le président, le futur président Erdogan s'il est élu? Donc, le premier défi, c'est un défi beaucoup plus économique, parce qu'avec la dépréciation donc, de la lire et avec l'inflation, le peuple turc actuellement passe des moments très très difficiles, c'est-à-dire dans son choix économique et même les autres partis politiques ne sont pas d'accord avec la politique d'Erdogan, alors que malgré Recep Tayyip Erdogan, c'est lui qui a, je dirais, fait décoller l'économie turque. C'est lui qui a donné tous les moyens aux hommes d'affaires. Il a été élu d'ailleurs pour ça. Voilà, par rapport à ça. Donc, on a vu sa gestion en tant que maire d'Istanbul. Il a bien géré la vie. Donc, c'est quelqu'un qui a managé la ville d'une manière très, très adéquate. Il a développé la ville d'Istanbul. Il est devenu une ville cosmopolite et internationale. Lorsqu'il a été élu en tant que Premier ministre, la même chose. Donc, il a développé l'économie. Eh ben, il a compris que le modèle au niveau du Moyen-Orient, au niveau du monde, il faut qu'il y ait un président, un seul chef, comptable devant le peuple. Et ce n'est pas le Parlement, le régime parlementaire qui a créé beaucoup de problèmes. On a vu ça en Europe et à travers d'autres pays. Donc il a choisi le régime présidentiel et le peuple turc a marché dans cette démarche et a donné tous les pouvoirs au président de la République, sachant qu'Erdogan va encore pousser la Turquie vers le développement, vers la prospérité et vers la stabilité. Autre chose qui est le deuxième défi, c'est le défi, je dirais, du PKK. Donc, il y a aussi donc, le défi donc, du Kurde. Il y a toujours les Occidentaux qui essayent donc, de créer des tensions à travers les frontières au niveau du Kurdistan. Et tout ça, donc, les Turcs essayent, donc, Erdogan, de trouver une solution. Le troisième défi, c'est bien sûr le défi, je dis, de la stabilité de la Syrie. Il ne faut pas que le Sinjar et la région donc, de la moitié de la Syrie faisaient partie de l'Empire ottoman. Actuellement, Recep Tayyip Erdogan a bénéficié, je dirais, de la délocalisation de l'industrie d'Alep vers la Turquie, le sud de la Turquie, donc, qui a créé une valeur très importante, notamment dans la petite et moyenne industrie, l'industrie des textiles. Erdogan, je ne pense pas qu'il va mettre fin à cette relation avec les hommes d'affaires d'Alep. Au contraire, il va essayer de trouver une solution et d'intégrer cette région-là, parce que le nord de la Syrie, le sud de la Turquie, c'est une zone parmi les meilleures zones au monde prospère dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup d'eau. D'accord, beaucoup d'eau, et les Turcs veulent exploiter pour la sécurité alimentaire cette région-là avec l'Israël. C'est pour ça qu'il y a cette rencontre et cette politique. Donc l'autre défi qui est très important, c'est le défi, je dirais, donc, de chercher une solution à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'il est là, donc ils essaient... C'est un acteur incontournable. Voilà, c'est quelqu'un qui a montré ses capacités de négocier, donc qui a gagné un peu la confiance donc, de Poutine, de Moscou. Les Occidentaux ne sont pas vraiment contents de lui parce qu'il se trouve dans une région très difficile. Il ne faut pas aussi omettre que la Turquie, que l'Empire ottoman avec la Russie ont eu beaucoup de guerres, donc beaucoup de batailles, et lui, il essaie de faire tourner cette page-là, de gagner les Russes. Il s'inscrit dans la démarche je dirais, d'un monde multipolaire. Voilà. L'autre point qui est très important, le dernier, donc c'est brièvement. Voilà, c'est parce que bon, la Turquie reconnaît, il y a des relations entre Israël et la Turquie. Donc Erdogan essaie de défendre la Palestine, la région donc, du Moyen-Orient, l'indépendance dans les deux États. Et là aussi, c'est un autre défi politique pour le monde arabe. Vous me tendez la perche, Farid Ben Yahia, puisque j'aimerais revenir avec vous, Reda Harijresh, sur un point important, celui de la laïcité. Souvent, en Occident, on pointe du doigt ce manque de laïcité ou cette volonté du président Erdogan de vouloir islamiser la Turquie. Qu'en pensez-vous ?
La laïcité telle qu'elle existe en Turquie depuis un siècle a toujours été différente de celle qui est pratiquée de toutes les façons en Europe, parce que le Diyanet, donc le ministère qui est en charge des affaires religieuses en Turquie, est assujetti au pouvoir politique. Oui. Donc il n'y a pas tout à fait une stricte séparation entre le politique et le religieux. Disons plutôt qu'en Turquie, c'est le religieux qui est pris en charge par le politique, même si naturellement il y a une distinction entre les deux sphères. Ce qui est reproché davantage à Erdogan, c'est de vouloir ancrer davantage la Turquie dans son berceau historique, et qui est notamment le Moyen-Orient en partie. Oui. Et donc, parler de réislamisation, c'est beaucoup plus un slogan qu'autre chose, parce que finalement, les autres pays, aussi bien la Russie que les autres pays européens, ils font de même avec leur propre histoire et avec leur propre culture. Les uns se cherchent des racines chrétiennes, au Moyen-Orient, en Israël, ils se cherchent des racines juives pour construire un État juif, et personne ne leur reproche de vouloir renouer avec leur passé historique. C'est beaucoup plus ça qui est reproché à Erdogan, parce que la laïcité, telle qu'elle a été pratiquée par la Turquie depuis un siècle, oui. Erdogan ne l'a pas remise en cause fondamentalement. Il veut juste lui donner une trajectoire, lisser davantage cette trajectoire, de manière à permettre aux faits religieux d'être plus visibles et moins encartés, si je puis dire. Avant de donner la parole donc à mes invités sur la laïcité en Turquie, j'aimerais vous rappeler donc les chiffres, les derniers chiffres qui tombent et qu'on voit sur le mur en temps réel. Donc le taux de dépouillement qui a atteint les 80%, plus de 80%. Erdogan qui reste donc en tête avec 50%. Son rival Kiliç Daroglu donc enregistre 43,77% des voix. Que vous êtes installé en France, que pensez-vous justement? Quel est votre avis sur cette question? Écoutez, la question de la laïcité, c'est un sujet qui est rabâché par les médias occidentaux depuis maintenant 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'on nous bassine d'analyses concernant le danger que représenterait au regard de la laïcité, l'avènement d'Erdogan. Enfin, je veux dire, les fondements de la République turque ont été maintenus. Il y a eu une adaptation eu égard au fait que la base militante du parti d'Erdogan est une base plutôt traditionnaliste et plutôt à dominante islamique. Et ça a été une adaptation de la laïcité à la turque plus qu'un changement radical, si bien que même certains analystes ont qualifié le président Erdogan d'être un néo-kémaliste, en gros, de s'approprier Atatürk, mais d'une façon un peu différente. Donc je pense que ces débats-là sont complètement dépassés. Les vrais enjeux de ces élections présidentielles et législatives, ce sont d'abord les questions économiques et les questions liées aux migrants, et notamment à la présence de quasiment 6 millions de migrants sur le territoire turc. Ce sont surtout ces éléments-là qui ont cristallisé et occupé les débats politiques pendant ces dernières élections, et non pas les questions récurrentes liées à la laïcité, qui sont des espèces de pérégrinations d'occidentaux qui ne comprennent rien à ce pays et qui, à force d'avoir ces grilles de lecture complètement erronées, sont complètement en décalage. On prédisait encore dans les grands journaux français qu'Erdogan allait perdre les élections, que Kılıçdaroğlu était le nouveau Gandhi turc. On a misé sur le départ d'Erdogan, justement. Qui allait arriver pour apaiser le pays. Évidemment, là encore, les Occidentaux confondent leur désir et la réalité, et on voit bien, encore aujourd'hui, qu'Erdogan tient bien et a une majorité large dans le pays. Erdogan qui conserve en tout cas sa popularité. J'aimerais revenir avec vous pour conclure, Leda Hariraj, sur les scénarios envisageables post-électoraux actuellement, après la fin de ce scrutin. À quoi peut-on s'attendre? De quel point de vue? Point de vue géopolitique, interne politique et géopolitique également.
S'il a la confiance de son peuple, le président Erdogan va mettre en œuvre quand même sa politique, puisqu'il a un projet de société qu'il veut mettre en place. Oui. Et comme je vous l'ai dit, il veut aller progressivement. Il n'a pas l'intention de bousculer son agenda, mais il va de soi qu'avec l'émergence de nouvelles puissances comme les BRICS, la Turquie va devoir se positionner davantage. Parce que, bien qu'elle soit membre de l'OTAN? Bien qu'elle soit membre de l'OTAN, restera-t-elle membre de l'OTAN si elle est soumise à trop de pression? C'est ça aussi. Oui. Est-ce que l'OTAN continuera à fonctionner comme il fonctionne actuellement? Ça ne dépend pas uniquement que de la Turquie, parce que la Turquie, elle devra naviguer entre les uns et les autres. C'est pas évident. Et la politique extérieure d'Erdogan ne dépendra pas uniquement que de son bon vouloir. C'est beaucoup plus des alliances qui devront se faire ou éventuellement les faire. Peut-être qu'il aura la main sur la politique économique de la Turquie parce que ses opposants lui ont reproché au cours de ces 2-3 dernières années ses interventions intempestives au niveau de la Banque centrale turque, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt, et il considère qu'il est trop interventionniste pour un chef de l'État. Et c'est ça qui en quelque sorte aurait déréglé quelque peu le fonctionnement de la monnaie turque. Peut-être qu'il va davantage, parce qu'il faut savoir que le président Erdogan est diplômé, entre autres, en économie, et que il s'est estimé à la hauteur pour pouvoir intervenir. Mais là aussi, l'économie turque est tributaire des fluctuations qui existent tout autour de la Turquie. Il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Combien de temps il va durer encore? Et de quelle manière est-ce que la Turquie va être sollicitée? Les 5 à 6 millions de réfugiés syriens, oui. Je rappelle qu'en 2016, il y a eu un accord entre l'ancien ministre des Affaires étrangères Davutoglu et l'Union européenne pour un soutien financier à la Turquie, parce que c'est un fardeau. Et en échange, l'Union européenne se devait d'assouplir les mesures en ce qui concerne l'espace Schengen. Aucun pays n'a fait de telles concessions, et ça touche le domaine des droits de l'homme. Parce que lorsque vous recevez chez vous 5 à 6 millions de réfugiés étrangers, eh c'est un mérite, parce qu'il les a gardés depuis, et c'est essentiellement la Turquie. On parle actuellement d'un rapprochement avec la Syrie. Alors, le rapprochement, avec la Syrie, il est fort probable qu'il y aura un rapprochement, parce qu'avec la réintégration de la République arabe syrienne au sein de la Ligue arabe, la Turquie sera obligée, d'une manière ou d'une autre, de renouer avec le régime de Damas. Et c'est comme ça que la tension aussi va être allégée sur le flanc sud de la Turquie, parce que Ankara pourra davantage mettre en place ses programmes économiques si elle veut reprendre pied dans le nord de la Syrie, par exemple, à travers la ville d'Alep. Si elle a le soutien de Damas, Erdogan a intérêt à aller dans ce sens-là. Parce que je rappelle que, quand même, lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2002-2003, la Turquie n'avait pas de problème à sa frontière sud avec la Syrie. Et il faut savoir également que le régime syrien est un régime progressiste, plutôt laïque, et qu'il est possible pour Ankara de trouver un intérêt commun avec ce régime, d'autant plus que les deux pays font face à la même attention vis-à-vis de l'opposition kurde. Oui. Je pense que là, la marge de manœuvre d'Erdogan sera plus importante avec le régime syrien. Ça dépendra davantage de son bon vouloir, et son bon vouloir ira de pair avec la réintroduction de la Syrie au sein de la Ligue arabe, puisqu'on a vu que l'Arabie saoudite et l'Algérie soutiennent ce pays, et on verra par la suite comment les choses vont évoluer. Voilà pour ce qui est des enjeux géopolitiques dans un contexte d'une nouvelle reconfiguration que connaît justement la région. Khalid Ben Yahia, votre avis, votre point de vue sur les scénarios envisageables après cette élection? C'est-à-dire que la première des choses, je vais peut-être un peu itérer sur la laïcité par rapport au programme turc, la politique turque.
Lorsqu'on parle de laïcité, il faut respecter, c'est-à-dire les libertés de chacun, sa religion, ses convictions, etc. On voit que l'Occident, certains pays européens parlent de laïcité alors qu'ils n'acceptent pas des femmes musulmanes le foulard, etc. Alors que les religieuses chrétiennes portent le foulard, etc. Et ça, c'est un problème, je dirais, de forme. Le deuxième problème qui va il est géopolitique, géostratégique, géoéconomique, surtout à travers la dédollarisation qui commence à venir actuellement. Il ne faut pas omettre que 80% des échanges commerciaux à travers le monde, c'est du dollar, donc c'est dollar, et l'euro ne représente uniquement que presque 20%. Donc, et avec cette politique-là, on a vu l'inflation à travers le monde. Est-ce que Erdogan va rester avec l'OTAN? Est-ce qu'il va quitter l'OTAN? Est-ce qu'il va intégrer avec les BRICS? Donc il va voir, d'accord. Donc lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche son intérêt et l'intérêt de son peuple et de la Turquie. Et je pense, pour moi, s'il n'a pas un intérêt important avec les Européens actuellement, je pense qu'il va changer de fusil d'épaule. Peut-être qu'il va se retourner vers l'Asie parce qu'il fait partie de l'Asie. Il va se retourner avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, etc. Et d'intégrer, pourquoi pas. Mais ça reste une hypothèse. C'est une hypothèse parmi d'autres. On va voir après l'élection du président. On va voir qu'est-ce qu'il va apporter comme programme. Mais il y a un autre point qui est très, très important, c'est le chômage. Parce qu'il a promis au peuple qu'il y ait 6 millions de postes d'emploi. Oui. Ça, c'est très important aussi. Oui. Donc, on va l'attendre sur le plan économique et sur les décisions, je dirais, géostratégiques par rapport à la Russie, par rapport à la Chine et par rapport à Washington aussi. Très bien. Donc, le candidat ou le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, qui reste en tête dans les résultats, 50%. Le taux de dépouillement atteint les 82%. On est presque à la fin des opérations. Émir, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours là. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler donc quels sont... à quoi peut-on s'attendre après ces élections? On parlait justement de possibilités on va dire, de violence post-électorale. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous... Je n'y crois pas du tout. Oui. Je pense que la Turquie a cette culture démocratique qui va lui permettre très aisément de gérer d'éventuels contentieux liés notamment au comptage des votes. D'ailleurs, je profite du fait qu'on soit en direct pour vous dire qu'il y a quand même de bonnes chances pour qu'on ait un second tour dans cette élection, parce que au regard du taux de dépouillement des votes et du fait que la majorité ne soit pas absolue totalement pour Erdogan. À l'issue de la soirée, certainement, il se pourrait qu'il y ait un second tour, ça va se jouer à quelques voix, mais dans tous les cas, je suis très confiant sur la capacité qu'a la Turquie à pouvoir de façon paisible, comme elle l'a fait maintenant depuis plusieurs décennies, gérer cette échéance électorale. Par ailleurs, concernant plus spécifiquement la position internationale de la Turquie, puisqu'on y a fait référence tout à l'heure, enfin quand même, aujourd'hui la Turquie est une puissance régionale de premier plan, que de chemin parcouru en 20 ans depuis le début de la présidence Erdogan, et est devenue un acteur incontournable sur bon nombre de questions géopolitiques très sensibles, ne serait-ce que par exemple concernant le conflit russo-ukrainien, pour lequel la Turquie a joué un rôle de premier plan de médiation et a permis par exemple l'acheminement de denrées céréalières à partir de la mer Noire et en provenance d'Ukraine et de Russie. Donc je pense que tout le monde a intérêt, et notamment le monde occidental, même si beaucoup d'entre eux ne l'entendent pas de la même manière, mais je pense qu'on a intérêt à ce que la Turquie reste un pays stable. Stable, absolument. Et dispose d'une politique et d'une majorité électorale qui soit stable. La stabilité de la Turquie permettra notamment que la Turquie puisse encore servir de médiateur dans bien des conflits internationaux, notamment dans cette région du monde. Le conflit russo-ukrainien n'est pas terminé. Et à cet égard, je pense que si jamais, même si ça n'en prend pas le choix, mais si jamais Erdogan perdait les élections, la coalition d'opposition qui viendrait au pouvoir ne pourrait pas, ne serait-ce que parce qu'elle est trop hétéroclite et parce qu'il y a beaucoup de divergences en son sein, avoir cette stabilité qui permettrait justement que la Turquie soit un acteur de premier plan
pour la résolution de ces litiges internationaux, que ce soit concernant la Russie et l'Ukraine, que ce soit concernant le conflit syrien, le nord de l'Irak, ou encore concernant par exemple l'exploitation des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée et les conflits qui ont eu lieu avec la Grèce et la France à ce sujet-là. Donc une Turquie stable, à mon avis, permettrait justement une meilleure résolution de ces conflits internationaux. Alors, et la stabilité de la Turquie, c'est Erdogan en tête, vous êtes d'accord, messieurs? Farid Ben Yahya, pardon. Allez-y. Oui, moi je pense que la Brièvement. stabilité, c'est Erdogan, c'est vrai, parce Oui. qu'il s'est engagé sur plusieurs chantiers à l'international. Et donc, il doit achever ces chantiers-là. L'arrivée donc du nouveau candidat, donc si jamais il est élu, donc bien sûr, ça va poser beaucoup de problèmes, etc. Moi, je pense qu'un second tour, je lui donne 30%, 20% comme ça pour le second tour. Mais je pense que il va passer au premier tour. C'est ça ce que je... Reda Hariraj, pour conclure. Oui, ça va se jouer à quelques voix près, Ouais. parce que ce soir, il est possible que nous puissions, en fin de soirée, avoir comme horizon un second tour pour le Très 28 bien. mai. Ce n'est pas exclu, mais dans ce cas de figure, de toutes les façons, Erdogan va se présenter en position de force, parce que les Turcs sont conscients qu'il est le premier garant de la stabilité de la Turquie dans une région qui est tumultueuse. Voilà. Très bien. Merci donc, messieurs, pour votre participation à ce débat consacré aux élections en Turquie. On se dirige incontestablement vers un second tour. Mes invités sont unanimes là-dessus. Je rappelle que les opérations de dépouillement ont atteint les 84%. Erdogan reste en tête avec 50% et son rival Kemal Kılıçdaroğlu est à 44%. Merci. Chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Al24 News. L'information continue. Sökülüymüş. 8, 9, 10, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5,